Hirak en arabe, Hamoussou en amazigh, mouvement en français, c'est de ce mot que l'on a désigné les manifestations qui ont eu lieu au Maroc en 2016 et en Algérie en 2019. Mais si la contestation a porté le même nom, la réalité de ces deux mouvements est différente. Au Maroc, le Hirak du Rif, nom d'une région située au nord du Maroc, a commencé avec les sit-ins du 8 mai 2016 avant de s'embraser le 28 octobre suite à la mort du commerçant poissonnier Mohsin Fikri. Il vendait ses poissons, sa marchandise a été saisie par les forces de l'ordre et jetée dans une benne à ordures. En tentant de la récupérer, il a été broyé dans la benne. Le mouvement de révolte qui a suivi a duré près de 6 mois. En Algérie, pendant plus d'1 an, une foule de manifestants pacifistes a déferlé tous les vendredis pour réclamer le départ du président Bouteflika, puis, une fois obtenu, l'instauration d'une deuxième république sans les anciens dignitaires du régime. Les rassemblements dans les rues algériennes ont cessé pour cause de Covid, mais le Hirak n'est pas fini pour autant. À l'heure où les bilans des révolutions arabes de 2011 fleurissent, il nous a paru nécessaire de revenir sur ces deux mouvements plus récents et parfois méconnus. Vous allez entendre Linda Abou, journaliste algérienne, Samia Manel Bezroud, chanteuse et slameuse, également algérienne, et le docteur Aziz Rali, un militant associatif marocain, président de l'Association marocaine des droits de l'homme, l'AMDH. Ils ont accepté de nous raconter ce mouvement à travers leurs yeux et leur vie, leur Hirak. Toutes ces interviews ont été réalisées par téléphone, nos interlocuteurs et interlocutrices étant basés à Kenitra, Alger et à Oran. Toutes ces interviews ont également été enregistrées en langue française. Bonne écoute! Bonjour, donc c'est Linda Abou. Je suis journaliste, jeune journaliste algérienne. Je travaille à Radio M et Maghreb émergent. Donc j'anime 2 émissions politiques pour Radio M et j'écris des articles sur Maghreb émergent et Radio M dernièrement aussi. Je travaille sur Alger, là où je suis née, et là où j'ai toujours habité, et où j'ai fait mes études notamment. J'ai fait des études en économie, puis j'ai fait un master en journalisme économique. D'ailleurs, j'ai commencé par l'économie en 2016 à Maghreb émergent, puis tout a changé petit à petit. Juste avant le Hirak, en fin 2018, on a commencé à sentir que le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika allait arriver et qu'il allait se présenter aussi pour cette élection, pour un 5e mandat. Moi, je suis d'une famille qui a toujours été opposante au pouvoir algérien, à Bouteflika bien sûr aussi, puisqu'il fait partie de ce système, ce régime. Et voilà, donc on a senti que ça allait se faire et en octobre 2018, euh, il y avait un salon, le salon du livre à Alger. Et j'ai croisé quelques jeunes Algériens, des jeunes hommes et des jeunes filles algériennes, pratiquement de mon âge. Et on a parlé de qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque? À l'époque, il n'y avait pas encore des appels pour le Hirak, pour la révolution populaire algérienne. On s'est parlé, on s'est dit pourquoi pas faire une déclaration de jeunes ou un appel ou autre. Et c'était le cas. On a discuté pendant longtemps. On a discuté avec des seniors aussi, des journalistes et des gens qu'on connaît de notre entourage. Et en fin janvier, début février, franchement, je me rappelle pas bien, on avait rendu public cette lettre. Donc, c'était la lettre des jeunes engagés pour l'Algérie. On a appelé à travers cette lettre les jeunes Algériens à s'intéresser à la politique parce qu'avant le 22 février, les jeunes Algériens n'exprimaient pas vraiment ce qu'ils pensaient par rapport à la politique et au contexte politique à l'époque. Donc, on les a appelés à le faire. Et petit à petit, avant le 22 février, bien sûr, il y a eu plusieurs manifestations, marches, rassemblements un peu partout en Algérie, avant Alger. Donc, Alger, c'était la dernière ville le 22 février, mais avant, il y avait une immense marche à Kharrata, à Abdjaya et des petites marches aussi
à Achlef, à Borj Bararij et tout. Et le 19 février aussi, il y a une très grande action à Khanchla, à l'est de l'Algérie, où un très grand portrait de Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants ont fait tomber un très très grand portrait le jour d'un meeting du FLN, donc le parti qui se tenait à Abdelaziz Bouteflika à l'époque, l'un des partis qui le soutenait. Pour moi, c'est l'image qui m'a le plus marqué pendant ce Hirak. C'était la chute symbolique d'Abdelaziz Bouteflika ce jour-là à Khanchla. Et le 22 février, comme c'est un vendredi, c'est le week-end en Algérie. Je ne suis pas sortie, mais on attendait, on surveillait sur les réseaux sociaux. Le matin, il y a eu un petit groupe qui est sorti à Alger, un groupe de femmes qui ont été vite arrêtées par les forces de l'ordre. Donc, on pensait que ça sera ça. On ne pensait pas, on ne s'attendait pas qu'à 14 heures après la prière du vendredi, ça allait exploser, qu'il y aura des millions d'Algériens dans les rues d'Alger. Voilà, donc c'était ça le premier souvenir, mais de loin. Donc je ne l'ai pas vécu, je n'étais pas sur le terrain, je l'ai suivi à travers les réseaux sociaux et j'étais là émue, étonnée, je ne comprenais pas ce qui se passait, je voyais une petite marche à Bab el-Oued, l'un des quartiers les plus populaires d'Alger, après au centre vraiment d'Alger, on ne comprenait pas la fin. Les images de très grandes foules commençaient à arriver, c'était historique. La première marche à laquelle j'ai participé et que je considère ma première participation et mon premier grand souvenir du Hirak, c'était le 24 février, un dimanche. Donc l'appel a été fait par un mouvement politique à l'époque, Mouatana. On ne savait pas si Mouatana allait vraiment mobiliser des Algériens ce jour-là. On était mobilisés, on attendait, on discutait avec les gens, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Mon bureau, là où je travaille, à Alger Centre, n'est pas loin de Place Odin, le lieu du rendez-vous. Donc la manifestation a été annoncée pour dimanche 24 février à midi, à la place Odin, et on a un balcon à la rédaction qui donne sur place Odin. J'étais là, j'attendais depuis 10h30. À chaque fois, je regardais pour le dispositif sécuritaire et tout. Je voyais l'ambiance à peu près, comment c'est à l'extérieur. Et il y avait quelques journalistes et des amis de la radio, un grand journaliste algérien, Saïd Jafar, et un écrivain, Amin Khan, qui étaient là. Ils attendaient eux aussi parce qu'ils comptaient participer à cette manifestation. Et vers 11 heures, j'étais au balcon. Et là, je vois un mouvement anormal, des klaxons, un mouvement anormal aussi du dispositif sécuritaire. Et j'ai compris que c'était le début de la manifestation. J'ai commencé à crier à l'intérieur de la rédaction. On était encore sous l'émotion du 22 février, donc tout mouvement était important. C'était des moments vraiment émouvants et historiques à l'époque. Je commençais à crier à la rédaction, ah, comment c'est ça, comment c'est ça? On m'a dit non, c'est les 11 heures. Je leur ai dit si, 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 j'ai vu avec mes propres yeux, ils sont là, il y a des militants qui sont sur place, il y a un dispositif sécuritaire qui bouge. Et là, je vois Saïd Jafar et Amin Khan. D'habitude, ils sont très sérieux, comme ça, posés. Ce jour-là, ils ont commencé eux aussi à courir dans tous les sens. Ils ont porté leur manteau et on a tous couru dans les escaliers pour rejoindre Place Odin, moi pour couvrir les autres pour participer. Sur place, j'ai trouvé d'autres journalistes, j'ai trouvé les personnalités connues qui adhèrent au mouvement Moatana, mais c'était pas un truc populaire, il y avait pas beaucoup de monde, c'était une vingtaine. Et après quelques minutes, le groupe a atteint 30 à 40 personnes au début maximum. Et les services de sécurité, je veux dire le dispositif qui était juste à côté, a vite intervenu pour réprimer. Et les images, les lives qu'on faisait, nous les journalistes et les autres militants, les images de la répression ont fait bouger les autres Algériens sans qu'on le sache. Sur place, les figures de proue de ce mouvement ont été vite arrêtées. Il y a eu l'utilisation du gaz lacrymogène aussi.
Même nous, les journalistes, on avait subi ça parce qu'on était vraiment proche du rassemblement. Et à un moment donné, au bout d'une heure ou 1h30 maximum, on pensait que c'était fini, que c'était un petit rassemblement réprimé, et c'est tout, c'est fini. Mais on a entendu un écho, des cris qui venaient de la rue des Douches-Mourad, qui est devenue plus tard l'une des rues symboles du Hirak algérien. On entendait des cris et j'ai vu le chef des policiers là qui leur montrait avec sa main qu'il y a quelque chose d'anormal à des Douches-Mourad. Et il leur a donné un ordre d'aller vite dans ce sens-là. Et je me suis approchée pour voir et j'ai vu un tsunami d'Algériens. C'était des milliers de personnes, tous avec la même voix. D'ailleurs, là, je raconte, j'ai des frissons. C'était l'un des tout premiers slogans des Dégage Bouteflika. Et ils approchaient le dispositif. Donc, après, ça s'est retourné. Les manifestants étaient beaucoup plus nombreux que le dispositif qui était présent à Alger Centre. Voilà, j'ai fait la couverture toute la journée. J'étais là d'ailleurs. Ça m'a vraiment surpris parce que je n'ai pas couvert le 22 février, donc c'était très fort. Il y avait beaucoup d'émotions. Après le 24 février, le dimanche 24 février, donc les appels des corporations se sont multipliés. Les étudiants ont commencé à sortir dès mardi, qui a suivi ce dimanche. Les avocats sont sortis aussi, les journalistes. Et j'ai commencé à couvrir toutes ces manifestations des étudiants, des avocats, des journalistes, le vendredi qui a suivi. En fait, depuis ce jour-là, j'ai pratiquement couvert toutes les manifestations, vraiment à l'exception des vendredis ou des mardis où j'étais par exemple malade ou j'avais une émission parce que après aussi j'ai commencé à animer un débat politique qui est né le 5 sur 5 qui est né avec ce contexte du mouvement populaire. Donc à l'exception de ces jours-là où j'ai des plateaux, où je suis malade ou où je suis en déplacement, j'ai couvert tout le reste. D'ailleurs, j'ai couvert même le premier vendredi qui a suivi la suspension des marches du Hirak. C'était le vendredi 20 mars 2020, donc après, avec la crise sanitaire. J'ai couvert les rues d'Alger vides après une couverture de plus d'un an des rues d'Alger pleines des millions d'Algériens. Voilà. J'ai couvert toutes ces manifestations. Je dirais même que ça a changé ma vie personnelle et professionnelle. D'ailleurs, j'ai commencé à animer une émission, un débat politique. J'ai fait beaucoup de travail de terrain pour nous, les journalistes, c'est très important. J'ai eu la chance que peut-être beaucoup de journalistes n'ont pas eu de vivre un truc aussi historique que le Hirak algérien. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le travail de terrain. J'apprends encore. Voilà, donc j'ai tout couvert au début. Au début, c'était les manifestations, puis c'est les procès à partir de juin 2019, parce qu'il y a eu l'arrestation des centaines d'Algériens qui font partie de ce mouvement. Donc j'ai commencé aussi à couvrir les procès. Je ne comprenais pas bien au début parce que les procès, c'est technique. Et moi, j'étais beaucoup plus dans l'économie et dans tout ce qui est terrain. Puis là, c'est vraiment juridique. C'est en arabe et Maghreb Émergent, c'est un site électronique francophone. Donc, c'était un défi pour moi. Moi, j'ai fait mes études en langue arabe. Ma langue maternelle, c'est amazigh, c'est le kabyle, algérien. Donc, c'était un défi pour moi. J'ai appris, j'apprenais et la langue et le métier euh, de journaliste. Et là, c'était très technique, c'était en langue arabe, donc je devais faire la traduction de ces procès-là et apprendre avec le temps. Je commence à apprendre. J'ai appris, j'apprends encore, bien sûr, ce jargon juridique. Donc c'était un nouveau défi, donc c'était une nouvelle aventure aussi. C'est comme ça que j'ai découvert aussi tout ce qui est droit de l'homme, tout ce qui est liberté, tout ce qui est, j'ai commencé à vraiment comprendre dans le fond tout ce qui est liberté d'expression et je m'intéresse beaucoup à ça actuellement. Je travaille beaucoup sur ces sujets. Voilà, donc le Hirak, ça a vraiment changé ma vie professionnelle. Mon métier,
ne peut pas exister sans liberté d'expression et la liberté d'expression ne peut pas exister sans les droits de l'homme, sans voilà, la liberté de la presse n'existe pas sans la liberté d'expression. Donc je pense et je crois que c'est un devoir de soutenir ce genre de questions. J'essaye de couvrir, j'essaye encore, je couvre encore ce mouvement populaire avec le maximum d'objectivité et d'intégrité. Donc même si je partage, euh, j'adhère à ce projet du mouvement populaire algérien, mais en ce qui concerne mon travail journalistique, j'essaie d'être professionnelle et objective. Je couvre toutes les activités du pouvoir algérien comme je couvre celles de l'opposition et du mouvement populaire. Moi, je suis d'une famille qui a toujours été dans l'opposition. Donc, c'est pas une famille qui est forcément dans des partis politiques, mais qui est pas sympathisante de partis politiques de l'opposition. Moi aussi, depuis mon jeune âge, j'ai vécu des événements politiques tristes. Tous les jours, c'est un débat au moment du dîner avec la famille, avec mes parents, mon frère. On parle de l'actualité, de ce mouvement, de ce qui se passe de l'autre côté du pouvoir algérien. Ma famille participe aux manifestations de ce mouvement chaque vendredi, comme ils peuvent, bien sûr, quand ils peuvent aussi. Ils attendent toujours la reprise des manifestations. C'était la joie de ma vie de voir les Algériens revendiquer leurs droits, mes droits, que je revendiquais déjà il y avait beaucoup d'années, pas quelques années, que j'ai toujours revendiqué. Donc c'était une très grande joie pour moi. J'avais peur que ça soit la même chose que 2001 avec le mouvement des Arouches, que ça soit la même chose que 88. C'était un mouvement algérien qui a été réprimé. Il y a eu beaucoup de blessés, d'arrestations et de morts surtout en 88. Donc il y avait toujours cette crainte au fond de nous, de moi et de mes amis, et de mon entourage. Mais après, j'ai vu que c'était une très grande mobilisation, difficile à réprimer. Et voilà, au début, c'était aussi les revendications plutôt. Le mouvement était contre Abdelaziz Bouteflika. Et avec avec la chute de Bouteflika, j'avais peur que le mouvement allait s'arrêter. Mais non, parce que moi, j'ai toujours revendiqué le changement du système algérien, pas les personnes, parce que Bouteflika, il n'est plus là, mais les pratiques, c'est les mêmes. Donc, c'est juste le discours qui change, mais jamais les pratiques. J'avais peur que ça soit fini, mais non, après la chute de Abdelaziz Bouteflika, le mouvement est resté avec de nouvelles revendications plus profondes et le mouvement a mûri et voilà, il y avait plus d'engagement et à chaque fois c'était une découverte. Chaque fois que je couvre ces manifestations-là, je découvre vraiment la détermination des Algériens, la profondeur du projet alternatif auquel ils pensent et la belle image de l'Algérie qu'ils veulent et vraiment ça m'a réconforté et voilà j'ai vu l'un de mes rêves se réaliser en janvier 2019 avec mes amis, on a essayé d'inviter les gens juste à s'intéresser à la politique, mais les Algériens, tous les Algériens, se sont devenus les acteurs principaux de la politique algérienne. Et voilà, ça vraiment, c'est énorme, c'est historique ce qui s'est passé. Et ça, voilà, ça a changé ma vision, ma vie et voilà. Comme toutes les rebelles, sa beauté était franche, brute, authentique. Elle n'était pas de celles que l'on aimait du premier regard. Elle avait cette vérité dans les yeux que tout le monde fuyait, cette liberté inextinguible que ses bourreaux lui enviaient. Et chaque matin, pendant que le soleil se posait sur ses murs,
Elle dévoilait délicatement ses rues, et dans sa grâce, elle portait un message d'espoir à tous ceux qui n'y croyaient plus. Elle s'écrivait dans la langue du cœur. Elle se posait au creux des âmes et s'injectait entre les pores de ceux qui l'avaient vécue. Ceux qui l'ont connue vous le diront. Elle avait cette gravité en elle qui les rappelait à chaque fois qu'elle avait mal. Car elle est comme un organe vital qui a explosé en plus d'une quarantaine de millions de morceaux dispersés partout dans le monde, avec un seul et même pouls, qui ont mal en même temps, qui chantent en même temps et qui revivent en même temps. Cette terre est d'une fertilité terrifiante. À chaque poignard qu'elle a reçu dans le ventre, elle a accouché d'une révolution. Cette terre est une artiste, une artisane. Elle fabrique de la vie avec des bouts d'elle-même. Et elle supplie timidement ses enfants de ne pas la fuir. Et même lorsqu'elle a baigné dans la peur, elle est restée du côté de la vie. Ça n'est pas nous qui habitons l'Algérie, c'est elle qui nous habite. C'était des petites remarques que je me faisais sur l'Algérie, sur la façon avec laquelle on avait cette tendance à rebondir et cette tendance à s'unir dans les moments les plus improbables finalement, les moments où on s'y attend le moins. Parce qu'il y a il y a vraiment, vraiment beaucoup de solidarité entre nous, même si on ne le ressent pas tout le temps, même si on ne le vit pas tout le temps. Et je trouve que c'est beau qu'on sache se retrouver quand il le faut. Je m'appelle Bezrout Samia Manel, j'ai 28 ans. J'habite à Oran, en Algérie. Je suis chanteuse et auteure, compositeur, interprète et j'essaye de parler de choses qui me tiennent à cœur sur mes réseaux sociaux. J'écris et parfois ça sort sous forme de musique, parfois c'est sous forme de slam. Voilà, enfin, ça dépend un peu ça dépend de l'humeur. Donc, et en parallèle, je suis prof de langue. Mon premier souvenir, moi en fait, c'est déjà je suis pas sortie le premier vendredi, le premier hirak, je suis pas sortie parce que honnêtement, j'y croyais pas spécialement. Je n'avais pas vraiment l'habitude déjà de voir autant d'Algériens unis euh, pour la même cause et ça m'a un peu j'étais un peu sceptique au début comme beaucoup de gens et puis mon tout premier souvenir c'était le vendredi d'après et c'était la première fois que je suis sortie pour le Hirak et je me souviens que j'avais déjà vu un peu ce que ça donnait dans les stories, les vidéos, tout ça. Mais le fait de voir ça de mes propres yeux, de voir autant d'Algériens et d'Algériennes unis et vraiment il y avait j'ai senti je sais pas si c'est une question d'énergie ou de d'ambiance ou je sais pas quoi mais j'ai senti une fraternité extrêmement forte et j'ai senti beaucoup d'espoir et c'est ça qui m'a marqué c'est que je pense que c'est surtout ma génération ceux qui sont nés pendant les années 90, on n'a pas connu beaucoup d'espoir. On n'a pas vu des gens avoir autant d'espoir, en fait. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis sentie, je sais pas, je me suis sentie inspirée et en sécurité. Même si j'étais entourée d'étrangers, mais ça m'a marqué parce que je me suis sentie vraiment en sécurité. Et, et voilà. Et depuis, j'ai commencé à sortir tous les vendredis. Et surtout, j'écrivais beaucoup. J'ai commencé à écrire énormément par rapport à la situation et je me suis jamais vraiment définie comme étant une militante ou comme étant quelqu'un d'engagé ou je m'y connais pas du tout en politique. Du coup, j'ai rejoint le mouvement de manière très émotionnelle, si vous voulez. C'était le cas d'ailleurs de tout le monde. C'était juste un ras-le-bol général, une colère et puis surtout un amour très fort pour la nation qui s'exprimait tous les vendredis, tous les mardis aussi. Et puis, je crois que c'est quelque chose qu'on a tous eu en commun, c'est que
On a enfin eu l'occasion de s'exprimer, chose que nous n'avions pas avant. On a eu l'occasion d'exprimer toutes les émotions qu'on avait gardées en nous par rapport à la situation. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai surtout beaucoup écrit. C'est surtout ça qui a changé en moi par rapport au Hirak. En plus, c'est un climat qui rend ça vous déconcentre totalement du reste. On est totalement absorbé par ce qui se passe dans le pays. On est totalement absorbé par l'énergie qui se dégage, que ce soit les vendredis ou pendant toute la semaine, parce que c'était pas seulement les vendredis, enfin, on était vraiment toute la semaine euh, accrochés à nos téléphones, à nos télés, à nous-mêmes. On essayait de comprendre à peu près ce qui se passait et comment profiter de ce tournant pour que l'Algérie soit meilleure. Et du coup, moi, je me souviens que, enfin, je pensais vraiment qu'à ça. Je ne pensais qu'à ça. J'étais complètement obnubilée par le Hirak. J'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. C'était vraiment la priorité pendant très longtemps dans ma vie. Et en plus, ce que je trouvais assez ironique, c'est que les vendredis, généralement, c'est connu ici en Algérie, le vendredi, c'est une journée morte. En Algérie, les vendredis, il se passe pas grand-chose, tout est fermé, tout le monde est très calme, tout le monde est très lent. Et là, d'un seul coup, les vendredis, c'était tout le contraire, c'était la journée la plus bruyante de l'année. Et ça a complètement changé nos habitudes et ça a changé la façon avec laquelle on interagissait les uns avec les autres, je pense. C'est un peu compliqué. Je pense que les gens ont peur, ce qui est normal avec tout ce qui s'est passé, que ce soit par rapport à la crise sanitaire ou par rapport à la situation politique actuelle. Les choses sont difficiles. Il faut savoir que la liberté d'expression ici a été bafouée. Il y a beaucoup de gens qui ont été emprisonnés pour le simple fait d'avoir exercé leur droit d'exprimer leur opinion. C'est des gens absolument merveilleux en plus qui se sont retrouvés euh, vraiment, enfin, c'est quelque chose qui nous a tous vraiment beaucoup marqué et qui a fait peur déjà, qui a fait peur aux gens. Et puis bien sûr, il y a la situation sanitaire qui fait que ça rend, enfin, voilà, ça rend les choses totalement impossibles pour le moment. Mais je pense que il y a eu un déclic grâce au Hirak. Il y a eu un déclic qui a fait que les gens maintenant sont beaucoup plus c'est pas qu'ils sont plus conscients, ils l'étaient déjà, mais je crois que là, je sais pas comment l'expliquer. Si je devais parler de moi, par exemple, je dirais pas que je suis plus consciente maintenant, parce que je l'étais déjà avant, mais j'ai toujours, j'ai toujours cette niaque en moi que je n'avais pas avant le Hirak. Et je crois que ça a un peu changé même ma façon de m'exprimer, ma façon de d'écrire et ça a un peu changé ma direction artistique. Par exemple, toutes les chansons que j'ai écrites depuis le Hirak, c'était des chansons sur l'Algérie. Ça a commencé d'une manière un peu, ça a commencé un tout petit peu avant le Hirak, environ une semaine avant le Hirak, mais je pense que c'était la situation, la situation politique qui a fait que mon inspiration a changé. Mais à la base, je me souviens que j'avais pris ma guitare et j'ai commencé à écrire et je voulais écrire une chanson d'amour. Et, et je sais pas pourquoi, enfin, en écrivant la chanson, elle a complètement shifté. Je me suis rendu compte que je parlais de l'Algérie. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'en ai parlé à un ami et il m'a dit, mais je comprends parce que c'est une histoire d'amour qu'on vit avec l'Algérie. Et ça m'a un peu réconciliée avec ce rapport que j'avais avec le pays. Et depuis, je me suis dit, oui, je crois que j'ai envie d'écrire que sur ça. J'ai envie d'écrire que sur l'Algérie, que sur ma vérité en tant qu'Algérienne, en tout cas, et mon expérience en tant qu'Algérienne. Et tout ce que j'ai écrit, enfin, pas tout ce que j'ai écrit, mais l'écrasante majorité des chansons que j'ai écrites entre-temps, c'était sur ça.
J'ai fait le Hirak à Alger, j'ai fait le Hirak à Béjaïa et j'ai fait le Hirak à Oran. Et c'est vrai que chaque ville avait son caractère. Et ce que j'ai remarqué à Oran, c'est que Oran, c'est une ville très très festive. Les gens sont toujours d'humeur à faire la fête. Ils sont très basés sur l'humour, sur la bonne ambiance. Du coup, c'est vrai que le Hirak ici à Oran, ça se faisait de manière très 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 festive et je pense que c'est ça qui a un peu fait la différence entre avec Oran et les autres. Même si c'était le cas un peu partout, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément spécifique à Oran, mais moi je crois que c'est un petit peu ça la touche oranaise. Pensez à ceux qui sont loin, à ceux qui n'ont pas pu être là, à ceux qui sont malades ou en deuil, à ceux qui n'ont pas pu sortir pour une raison ou pour une autre. Vous faites partie de cette révolution, vous faites partie de cette révolution tout autant que nous. Merci aux braves gens qui jetaient des bonbons et de l'eau de leurs fenêtres. Merci aux vieilles dames qui pleuraient dans les balcons. Merci aux policiers qui nous souriaient sans raison. Merci à ceux qui sont loin et qui partagent activement nos photos pour montrer aux médias ce qui se passe réellement. Merci à ceux qui écrivent, qui dessinent, qui chantent. Merci à ceux qui inventent. Merci à ceux qui inventent des mimes et qui font de l'humour une arme contre le mépris. Merci au chauffeur de taxi qui m'a dit aujourd'hui, moi je ne marche pas les vendredis, il faut quelqu'un pour conduire les gens aux manifs. Merci à ma mère qui souffrait pourtant de son pied aujourd'hui et qui est sortie. Merci à mon père qui a retrouvé son optimisme. Chacun peut apporter quelque chose, tous solidaires. Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair, ça veut dire vive l'Algérie. Je pense pas que ça soit fini, en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. Je ne pense pas, c'est pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot et Tahia al-Jazair. C'est tout. Tahia al-Jazair. L'une des premiers souvenirs, c'est la décision qu'on a prise en tant qu'AMDH, c'est un mouvement de jeunes, on doit les laisser mener leur mouvement comme ils le voient eux-mêmes. Et de ne pas intervenir directement dans tous ces débats, mais d'essayer d'accompagner le débat et d'accompagner ces jeunes dans leur mouvement. La première image qu'on a eue du Hirak d'Irif, c'était une image horrible, c'était l'image des martyrs Mohsen Fikri, dans la machine ou bien dans le camion de la poubelle de la municipalité de Hassima. C'était une image très choquante pour tout le monde. Et après, on a essayé de suivre un petit peu l'évolution de Hirak. C'était au mois de juillet, là où il y avait une manifestation très importante, il y avait une intervention musclée des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là où le martyr Ahmed Tchabi a été tué par les forces de l'ordre. Mais on a senti deux choses. Premièrement, il y avait cette atrocité, cette intervention musclée des gens des autorités. Et en même temps, on s'est rendu compte de l'hospitalité des gens. On était dans les manifestations et les gens viennent nous dire, vous venez de loin, vous devez rentrer chez nous à la maison et nous laisser, nous, avec les forces des autorités. Vous êtes nos invités, vous ne restez pas dans la rue. Dans n'importe quelle rue, tu vas trouver une grande femme qui te donne l'oignon parce qu'il y avait de la gaz lacrymogène et qui te donne des Coca-Cola ou bien de l'eau. Et c'est quelque chose qui se passe d'une manière spontanée, c'est pas quelque chose qui a été orchestré ou bien qui a été organisé, mais ce sont des réactions comme ça de la population, parce qu'une fois ils te parlent en réfin, si tu ne réponds pas en réfin, c'est que tu n'es pas de la région, ils t'accueillent d'une manière très importante et ils ont beaucoup estimé la présence des gens des autres villes qui se sont déplacés vers le Hassima.
avant le Hirak, on voyait la zone de Rif et la ville de Hoceima comme une ville qu'on peut dire très réserviste et que les femmes, on ne voit pas les femmes dans la rue, on ne peut pas les voir manifester. Et dans le Hirak, on a vu que dans les premiers rangs, c'était des femmes qui mènent un petit peu le Hirak, ils étaient présents. Même je me souviens qu'il y avait une journée de manifestation là où il n'y avait que les femmes. Donc cette image-là, ou bien ce cliché-là de zone réserviste où la femme ne peut rien faire, je pense que le Hirak a montré que c'était une fausse image, bien un faux cliché qu'on donnait sur la région du Rif. Moi, je ne vois pas le mouvement de Hirak un peu dissocié du mouvement du 20 février. Parce que si on essaie de schématiser les choses autrement, on peut dire que le mouvement du 20 février, c'était un tremblement de terre, un tremblement politique dans le Maroc. Et le Hirak de Rif, c'est les répliques de ce tremblement-là. De même pour Jrada, pour Zagoura, pour différentes régions du Maroc, c'était les répliques parce que qu'est-ce qu'elle a fait le résultat global du mouvement février, c'est qu'elle a libéré l'espace public. Physiquement, à travers la présence dans la rue chaque dimanche, bien chaque fin du mois, et elle l'a libéré aussi par les slogans qui ont été levés dans toutes les villes du Maroc. Hurriya, Karama, Adala, Ijtimaiya, c'est le dénominateur commun de tous les Hirak qui ont été au Maroc. Donc maintenant, même dans les petites zones arriérées du Maroc, lorsqu'il y a un Hirak, lorsqu'il y a un sitting ou bien quelque chose comme ça, tu entends toujours les slogans du mouvement du 20 février. Donc moi, je considère toujours que toutes ces manifestations, tout ce Hirak qui a été au Maroc, même ce dernier qui se passe maintenant à Fneda, ce sont des répliques du 20 février. Le 20 février, c'était quelque chose de... Malheureusement, on ne l'a pas encore valorisé parce qu'il n'y a pas encore d'études sur l'impact de la perception des mouvements sociaux. On ne peut pas parler d'échecs ou bien des fautes ou bien des choses, c'est un mouvement. Et dans l'histoire de l'humanité, les mouvements, maintenant on parle de mouvements sociaux, c'est le nom bien largement utilisé, mais dans tous les soulèvements populaires qui peuvent réussir beaucoup de choses, comme ils ne peuvent pas atteindre leur objectif. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, des mouvements du 20 février ou bien de Hirak du Rif, lorsqu'on parle de la dignité, c'est pas quelque chose qu'on va atteindre d'une journée. C'est quelque chose qui dure dans l'histoire. Par exemple, lorsqu'on parle de l'histoire du Maroc, tout le monde se souvient, par exemple, de 1965, le mouvement du 23 mars. Tout le monde se souvient des deux coups d'État de 71. On parle des manifestations de 84. On parle des manifestations de Fès de 90. Maintenant, cette génération, elle parle du mouvement du 20 février. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire politique du Maroc. Il n'y avait pas dans l'agenda des partis politiques un changement de la Constitution. Mais le 20 février a arrivé à ce point-là. De même pour le Hirak de Rif, on a parlé un petit peu de ce qui est passé avec la femme et la libération de la femme. Il y avait aussi beaucoup de choses qui s'est passé dans le Rif et dont on va voir le résultat. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2016 à nos jours, le Rif il est toujours sous embargo. Il y a toujours la présence policière très importante dans la région. Les gens ne sont pas encore sortis de cette prise policière de la région pour se manifester, pour voir d'autres choses. Donc il faut un petit peu de temps. Il ne faut pas penser qu'un Hirak de 6 mois dans la rue va passer inaperçu. Ce n'était pas quelque chose d'éphémère, ce n'était pas une manifestation éphémère de 24 heures ou bien 48 heures, mais c'était un mouvement qui a duré 6 mois. Si on essaie par exemple de voir l'impact de Hirak du Rif sur la chanson Rifin, depuis le Hirak à nos jours, il y a beaucoup de chanteurs rifins qui ont chanté beaucoup de chansons qui chantent de gloire de Hirak, qui va immortaliser le Hirak dans la mémoire de la population. Nous, en tant qu'AMDH, on a suivi le Hirak parce qu'on est intéressé à la question des droits humains. On s'est intéressé à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau des revendications, parce que la plupart des revendications sont des revendications qui relèvent des droits. C'est ceux des droits économiques et socioculturels. Donc, on a suivi, on a soutenu ces demandes parce que la demande d'un hôpital, la demande d'une université, la demande de droit au travail, le droit au logement, ce sont tous des droits qui sont
qui sont considérés comme des droits fondamentaux pour l'AMDH. Donc on a suivi le Hirak dans ce niveau-là, une manifestation qui demande beaucoup de droits. Deuxièmement, on l'a suivi sur la réaction des autorités. Est-ce qu'il y avait des violations? Est-ce qu'il y avait? Et on l'a suivi après, lors des arrestations. On a même été membre, l'AMDH était membre d'un comité qui s'est déplacé pour voir un comité sur la vérité de ce qui s'est passé au Al-Husima. Donc on s'est déplacé, on a rencontré différents acteurs. Il y a même un rapport qui a été publié par le CMEDIH, par le collectif des instances marocaines des droits humains. Et après, on a suivi les procès qui se sont déroulés soit à Al-Husima, soit à Casablanca. On était même, l'AMDH a essayé un petit peu de coordonner le travail des avocats. On a suivi après les jugements qu'on considérait qu'ils n'étaient pas justes, qu'ils étaient injustes, on parle toujours des prisonniers politiques parce qu'on considère ces prisonniers comme des prisonniers politiques, que les procès n'étaient pas équitables. On suivit même leur incarcération dans les prisons lorsqu'il y a des grèves de faim, lorsqu'il y a des revendications. Donc on peut dire que l'AMDH est l'association qui a suivi le Hirak depuis la naissance du Hirak, et on y est toujours. On est toujours, à travers nos communiqués, à travers nos visites, à travers nos sections qui existent dans la région. Donc l'AMDH est au cœur de tout ce Hirak-là, soit au niveau des droits, soit au niveau du suivi de tout ce qui se passe dans la région. C'est une première qu'une association dépose une requête sur la question de la torture au Maroc. Trois points. Libération des détenus politiques, arrêter la poursuite de pas mal d'activistes, soit au Maroc ou bien à l'étranger. Troisième point, répondre aux besoins de la population à travers la réponse au Milf al-Matlabi, le dossier de revendication de la population de Husima. Parce que même si on arrive à la libération des détenus politiques, même si on arrête les poursuites contre les activistes, si ces jeunes-là vont sortir, ils vont trouver la ville comme avant, il n'y a pas une réponse aux revendications, je pense qu'ils vont sortir dans la rue une autre fois, et on aura le même problème qui va se répéter. Donc la solution, c'est d'essayer de trouver une solution des droits civils et politiques, c'est-à-dire la libération des détenus, trouver un espace plus éclairé pour la situation politique de la région, mais aussi il faut répondre aux besoins économiques et sociaux de la population. Il y a beaucoup de projets qu'on n'a pas encore vus. Par exemple, un certain temps, le gouvernement disait que le Hirak nous empêche de travailler. Ça fait maintenant 4 ans qu'il n'y a pas de Hirak al-Husima. Donc c'est au gouvernement de nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de l'hôpital? Qu'est-ce qu'il a fait de l'université? Qu'est-ce qu'il a fait sur la promotion de l'emploi dans la région? Il y a une régression très importante, c'est la question des droits humains au Maroc. Par exemple, en 2011, il n'y avait que 57 détenus politiques. En 2017, on est arrivé à 1700 détenus politiques. En 2011, il y avait, je pense, 12 ou bien quelque chose journalistes qui ont été poursuivis. En 2016, on était à 33 journalistes qui ont été poursuivis. Et lorsqu'on parle de la régression du droit d'expression, parce que le droit d'expression, pour moi, je considère toujours le droit d'expression, c'est comme le thermomètre qui mesure les autres libertés et qui mesure le degré de démocratie de n'importe quel pays. Si le droit d'expression il est atteint, pas parler d'autres droits, parce que c'est sûr, ils seront bafoués. Il y a plusieurs facteurs. Il y a l'État marocain, il essaie un petit peu de fermer le champ public parce qu'il a besoin d'un autre mouvement de 20 février. Ça d'une part. D'autre part, il n'y a pas de réponse très concrète à la situation économique. Il y a un problème de question économique. D'autre part, le contexte international. Mais dans la question des droits humains, à l'échelle internationale, il y a une crise. Oui, même dans les pays qui sont traditionnellement, on parle ils avaient beaucoup d'acquis sur la question des droits humains, il y a une régression. Parce que cette crise économique, depuis 2010 à nos jours, a impacté les relations du gouvernement avec les acteurs des droits humains. L'Algérie, elle a eu un peu de retard par rapport à 2011, là où il y avait le printemps arabe. Mais après, ils se sont rattrapés. Il y avait un Hirak qui a été très pacifiste.
et là où il y avait même implication de personnalités emblématiques de la révolution algérienne, les revendications pour la démocratie. C'est vrai, il y avait un détournement de tous ces débats-là en Algérie, mais les choses ne vont pas. C'est vrai qu'avec le corona, le Hirak un petit peu a diminué. On essaie de suivre pour voir qu'est-ce que ça va donner, parce que le changement démocratique dans la région, ça va impacter un pays et autre. Le changement démocratique en Algérie, ça peut basculer beaucoup de choses dans la région. Une création sonore, Friction.